Bien, alors nous allons recommencer donc sur une séquence sur la valorisation et la diffusion des connaissances sur le sol. Alors la première intervention qui est assurée par Joëlle Sauter et qui est malheureusement indisponible avec des problèmes de santé, on va voir un petit film. Elle nous a envoyé sa présentation, donc eh bien, on va l'écouter. Donc Joëlle Sauter qui est de la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est sur des questions d'accès à l'information sur le sol. Tous, je suis Joëlle Sauter, responsable de l'équipe Sol et Fertilité de la Chambre d'agriculture du Grand Est et pilote du RMT Sol et Territoire. Je suis désolée de ne pas pouvoir être présente parmi vous ce matin, mais je vais malgré tout tenter de vous transmettre l'essentiel des informations que je vous avais préparées au sujet de l'accès à l'information sur les sols et plus particulièrement les approches cartographiques. Et vous apporter un éclairage de comment il est possible de valoriser ces données grâce à la mise en réseau d'acteurs. Je vais commencer tout d'abord par le projet Tournesol. Ce projet, porté par la Chambre Grand Est et Centre-Val de Loire, était lauréat de l'appel à projet Casa Réflexe de 2019. Il avait pour objectif de rendre les données sol plus accessibles, avec comme cible prioritaire les conseillers. Une première étape a été de conduire une enquête auprès des conseillers de ces deux régions. Une centaine de réponses a pu être exploitée, et donc il s'avérait que 50% des conseillers utilisent des bases de données pédologiques. Cette utilisation n'est pas d'une grande fréquence, comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, puisque la moitié d'entre eux déclarent l'utiliser de temps à autre, voire rarement. Selon le métier des conseillers, les besoins sont différents. En effet, les conseillers urbanisme ou environnement ont plutôt besoin de données cartographiques, alors que les conseillers en agronomie recherchent des données descriptives à la parcelle. L'ensemble, par contre, de ces conseillers sont moyennement satisfaits des outils existants, soit parce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'information, ou ne savent pas qu'elle existe, ou qu'elle n'est pas adaptée à l'échelle de leurs travaux. Ils ont tous exprimé un besoin soit d'être accompagnés ou de suivre des formations pour mieux utiliser ces données sol. Le projet Tournesol, il vise à faciliter l'appropriation des données sol par les conseillers à travers les livrables qu'il a produits, qui sont listés ici, mais que je vais vous présenter un peu plus en détail par la suite, chercher à répondre à ces premiers besoins exprimés par les conseillers. Alors, un premier jeu de livrable du projet Tournesol a trait avec les typologies agronomiques de sol type terre, qui sont des typologies agronomiques à vocation agronomique et qui ont pour but de rendre les outils de conseil et d'aide à la décision en agronomie plus pertinents. Elles résultent d'une méthode qui a été élaborée par le RMT Sol et Territoire et elle vise donc à améliorer l'efficience des outils d'aide à la décision. D'abord en fournissant des données plus précises, de qualité, mais aussi en aidant l'utilisateur à faire les bons choix de type de sol ou de référence qu'il va pouvoir ensuite injecter dans ses outils d'aide à la décision. Le travail résulte d'une collaboration entre pédologues et agronomes, et il permet d'agréger les données issues de référentiels régionaux pédologiques, grosse base de données, mais très difficile à utiliser, donc les résumer ou les agréger sous forme de bases de données plus concises et plus opérationnelles. Vous avez ici un exemple, dans un référentiel régional pédologique pour un département, ce sont 150 à 300 types de sols qui sont décrits, alors que dans une typologie type terre, on est plutôt dans un ordre de grandeur de 30 à 50 unités type terre. Alors une typologie type terre, c'est quoi? C'est un tableau de paramètres descriptifs de l'ensemble des 30 ou 50 types terre porte la typologie, accompagné de clés de détermination qui vont aider l'utilisateur à choisir le type de sol parmi la liste décrite. Et puis, c'est également des modèles de fiches descriptives proposées pour rassembler chaque information décrivant les unités type terre. Alors, outre la poursuite de l'élaboration des typologies type terre, Tournesol a aussi voulu avancer dans la construction d'un prototype d'application nomade pour accompagner l'utilisateur dans la détermination du bon type de sol. En gros, c'est la déclinaison sous forme numérique du parcours
que ferait l'utilisateur avec une clé de détermination? Il se localise sur une carte par un clic. Une interface s'ouvre et lui propose une succession de questions à laquelle l'utilisateur peut répondre. Je vais ici un exemple, présence de cailloux en surface, oui, non. Et ensuite s'enchaînent 3, 4 questions qui vont conduire jusqu'à la proposition finalement d'un type de sol qui semble le plus pertinent au vu des observations faites par l'utilisateur. Et donc l'application renvoie une fiche descriptive de l'unité type terre. Si l'utilisateur rencontre des difficultés en cours de route, il a la possibilité d'activer un bouton d'aide qui lui apportera des informations sur comment répondre à la question. Alors le projet Tournesol s'est appuyé sur des codes informatiques pour une application qui existait déjà sur ordinateur poste fixe et donc a ajouté des développements complémentaires pour en faire une application nomade. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. En fait, il y a également un autre projet CASDAR qui est en cours, qui s'appelle ID Type Terre, et donc piloté par ACTA, et qui a pour objectif de proposer des évolutions fonctionnelles à l'interface numérique, telle que je vous l'ai présentée, mais également d'enrichir les typologies agronomiques type Terre avec d'autres paramètres qui peuvent être calculés et évalués à partir des bases de données, et de faciliter la construction des clés de détermination et des fiches décrivant les unités type Terre, dans l'objectif final de massifier le déploiement de ces typologies qui pourraient à terme couvrir tout le territoire français, comme le font actuellement les référentiels régionaux pédologiques. Dernier jeu de livrable du projet Tournesol, c'est la possibilité qui a été donnée aux utilisateurs de consulter via Internet les référentiels régionaux pédologiques. Ça, c'est actuellement disponible sur le site l'interface géo de la Chambre Grand Est de Centre-Val-de-Loire, avec un tutoriel qui accompagne et qui permet aux utilisateurs de savoir où trouver l'information, comment se déplacer, interroger la carte, etc. Et enfin, en complément, a été élaboré un prototype de formation, toujours en collaboration avec l'ACTA, destiné à des conseillers, pour les aider à choisir entre les différentes sources d'informations qui existent sur les sols, les aider à exploiter ces bases de données, les aider aussi à faire le lien entre les observations de terrain et les référentiels existants. Alors cette formation se déclinait sous forme de 2 demi-journées en salle et une demi-journée sur le terrain. Elle est encore susceptible d'évoluer, elle a été testée en Grand Est, mais elle pourrait être appliquée dans d'autres territoires. Alors vous l'avez vu, à travers ce que je vous ai présenté jusqu'ici, les données de sol peuvent se présenter sous diverses formes. On a des données sous forme de typologie ou des données sous forme spatialisée avec des cartes. Je souhaitais juste encore faire un focus sur la richesse des données cartographiques qui existent actuellement sur le territoire français et qui sont proposées par le groupement d'intérêt scientifique SOL. Donc, on distingue des formats de cartes vecteurs ou des formats plutôt matriciels, donc sous forme de mailles, voire de crigeage, qui sont obtenus à partir de ces rasters. Et selon les formats et l'échelle de représentation de ces données, les usages varient. Comme j'ai pas beaucoup de temps, il s'agit là juste de vous donner un aperçu de différentes cartographies qui sont proposées, mais vous pourrez, à travers le QR code qui apparaît sur chacune des diapositives, retrouver la donnée dans son intégralité et surtout aussi les métadonnées qui les accompagnent et qui permettent d'accompagner l'utilisateur dans la meilleure utilisation possible de ces données. Donc le premier exemple ici, c'est une carte du réservoir en eau des sols qui a été établie à partir de la base de données géographique des sols de France à l'échelle du millionième. Donc vraiment, vous considérez ça comme des grandes tendances et cette carte à utiliser à l'échelle nationale. Un autre exemple de valorisation ou de cartographie des données, il résulte d'un travail de collaboration entre le groupement d'intérêt scientifique SOL et le RNT Sol et Territoires, qui a conduit à une représentation des types de sols dominants en France métropolitaine sur le géoportail de l'IGN. Alors, ce portail-là a été identifié vraiment comme une vitrine avec une grande visibilité qui permettait d'avoir un produit d'appel pour montrer que des bases de données sol existent et ce qu'on peut en faire. Alors, l'internaute peut consulter la carte, avoir donc la représentation du sol dominant, mais par clic sur la carte, il peut avoir accès à des informations complémentaires, notamment charger une fiche descriptive de l'unité cartographique de sol et de sa composition en type de sol, mais également avoir les références
ou le contact du gestionnaire de la donnée qui pourrait ensuite consulter pour avoir en plus un appui dans l'utilisation des données ou accéder directement à d'autres sources d'informations. Il y a eu vraiment un travail aussi de vulgarisation qui a été souhaité à travers cette carte sur le géoportail. Et donc l'utilisateur peut notamment trouver quelques ressources pour décrire simplement les grandes familles de sols. Un autre livrable cartographique que vous trouvez sur le site d'Unisol, c'est une cartographie des stocks de carbone à l'échelle nationale. Donc cette cartographie-là, sous forme donc maillée, représente donc les stocks de carbone sur une grille d'1 kilomètre de résolution, et qui résulte d'un travail de cartographie numérique par modélisation statistique réalisé à partir des données ponctuelles du réseau de mesure de qualité des sols. Enfin, une dernière illustration, une cartographie de la biomasse microbienne des sols de France métropolitaine. Donc là aussi, ces données résultent de l'exploitation des mesures faites sur les sites du réseau de mesure de qualité des sols, qui représente 2200 sites sur une maille de 16 km. Là, cette cartographie montre bien qu'il y a une distribution spatiale hétérogène de l'abondance et de la composition des communautés bactériennes du sol. Et il faut retenir de toutes ces cartes que je viens de vous présenter, c'est qu'il s'agit là souvent de cartes qui ne sont pas utilisables à l'échelle de la parcelle, et que si l'objectif pour certains est d'avoir ces données-là à l'échelle de la parcelle, il est primordial de continuer à accroître l'information sur les sols, de capitaliser les données dans des bases de données nationales et de pouvoir les restituer aux utilisateurs pour rendre les outils vraiment opérationnels et pertinents. Enfin, je ne voulais pas terminer cet exposé sans vous avoir donné un aperçu de l'extrême richesse des contributeurs à la connaissance des sols en France. De nombreuses compétences existent, elles sont réparties entre de multiples acteurs qui agissent sur des portions de territoires différents, avec des compétences différentes entre les spécialistes des sols urbains, des sols agricoles ou encore des sols forestiers ou des sites et sols pollués. C'est un aperçu de ces acteurs que je vous donne là. Donc vous avez l'Association française pour l'étude des sols, qui est une société savante, qui propose un centre de ressources documentaires très complet, et également qui anime des listes de discussion et de diffusion. Le Réseau national d'expertise sol, le RNEST, lui propose aussi, rassemble des acteurs autour d'une expertise scientifique et assure aussi des liens très importants avec tout ce qui se passe au niveau européen. Le groupement d'intérêt scientifique sol, on en a parlé tout à l'heure, donc il a pour mission de gérer le système d'information des sols de France. Et enfin, le RMT Sol et Territoire, qui est un réseau de recherche et développement qui propose surtout d'accompagner les utilisateurs à la valorisation des données et bases de données. Enfin, un dernier acteur important, à travers les chambres d'agriculture qui ont tout récemment mis en place une mission nationale CASDAR autour de la multifonctionnalité des sols et qui est portée par Cédric Berger. Alors, l'existence de cette multiplicité d'acteurs, de sites internet web différents rend la situation peut-être difficile pour les personnes qui ont besoin d'informations relatives au sol. Et c'est pourquoi, c'est la dernière chose que je voulais aborder, le projet e-sol a été mis en place avec des financements ADEME et INRAE, la Direction d'appui aux politiques publiques, pour faire l'inventaire de tout ce qui existe et tenter de voir comment, à travers une plateforme numérique collaborative, on peut mettre en relation les différents acteurs pour faciliter l'accès à l'information sur les sols et la mise en commun de compétences pour, au final, développer l'innovation et aboutir à une meilleure gestion durable des sols. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette intervention vous aura été utile. Donc maintenant, nous allons donner la parole à Alexandre Céalis. Alors, une fois j'ai Alexandre, une fois j'ai Alexandra. Donc, voilà. Ah, d'accord. Donc, en fait, vous êtes tous les deux. Nickel. Donc, eh bien, on va vous laisser aller
Donc, l'exercice là qui va nous être présenté, c'est un travail autour de la question de la mobilisation du partage d'expérience pour revaloriser les sols agricoles. Et donc, Alexandra et Philippe. Donc, Alexandra, elle est de la DR 28 et Philippe est agriculteur. Nous vous donnons la parole. C'est ça. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci au ministère de nous avoir invités pour cette présentation. Donc moi, je vais faire juste le début de la présentation, si on peut mettre la première slide, sur la genèse du groupe, la composition du groupe et les objectifs multifactoriels. J'ai fait en sorte que Philippe soit à mes côtés. On est 15 dans le groupe. J'aurais préféré qu'on soit 15 ici pour parler, et les agriculteurs en particulier. Donc je suis très contente que Philippe prenne la parole. Je vais être très courte. Donc je précise la genèse du groupe. Alors celui-ci en fait s'est constitué entre 2018 et 2015 au gré de formations techniques alternatives mises en place par l'ADR 28. Donc introduction d'élevage sur système céréalier, toutes des formations sur le suivi aussi alternatif sur la santé de l'élevage, des formations en microbiologie des sols. En 2020, on a un groupe à l'émergence de 8 personnes, donc une émergence GI2E entre le septembre 2020 et février 2021. Et progressivement, au gré de réunions, d'autres formations, de la dernière réunion d'essaimage de l'émergence du GI2E, le groupe s'étoffe. Et aujourd'hui, ils sont 15. Alors, parmi ces 15 personnes, 15 agriculteurs, pour les caractériser, ils ont tous en ligne de mire l'ABC, l'agriculture biologique de conservation. Parmi eux, 9 sont certifiés agriculture biologique. 4 sont mixtes ou en conversion, 2 en conventionnel et 2 en MSV. On a parmi eux, donc je reviens à ces 15 agriculteurs, on a 3 polyculteurs éleveurs en volaille et ovins. On a 2 maraîchers en MSV, dont une représentante. On a 10 céréaliers, dont 2 vont bientôt accueillir des troupeaux d'ovins. Mardi, l'une d'elles accueillait 60 jeunes agnelles. Nous avons 4 femmes dans un groupe de 15 agriculteurs, c'est pas négligeable. Et nous avons 2 jeunes installés, et ça c'est aussi important, des personnes qui sont installées depuis moins de 5 ans. Et on a aussi 2 personnes qui sont installées depuis moins de 10 ans, et ça en termes d'accompagnement à l'installation, ce sont des groupes intéressants. Leurs objectifs sont multifactoriels, vous l'imaginez, c'est un GI2E. Donc ils ont d'abord l'objectif d'un point de vue économique de sécuriser leurs revenus, le nerf de la guerre, d'améliorer la résilience économique de leur ferme, et aussi d'aller vers une plus grande autonomie financière. D'un point de vue environnemental, leur objectif premier est évidemment de préserver la fertilité de leur sol, tant via des techniques, des pratiques agricoles qu'une compréhension fine de la microbiologie des sols. Ils veulent évidemment supprimer ou, pour certains, réduire les intrants chimiques, améliorer la biodiversité et améliorer la collaboration entre éleveurs et céréaliers. Et enfin, du point de vue des performances sociales, leur souhait premier est de favoriser la coopération, de sortir de la solitude, d'améliorer leurs conditions de travail, de développer le transfert de connaissances entre agriculteurs, de favoriser l'installation et de créer de l'emploi, d'améliorer la qualité des produits et pour finir de redynamiser leur territoire. Et maintenant, je vais laisser la parole à Philippe qui va vous décliner toute la suite. Merci Alexandra. Bonjour à tous. Juste un petit sondage. Quels sont les agriculteurs parmi nous? Levez la main. Il y en a quand même quelques-uns. Hein, voilà. Mais je voudrais d'abord remercier pour une rencontre comme celle-ci, parce que je pense que ça manque trop, des rencontres entre les scientifiques qui font les études, etc., et les agriculteurs. Et on sent déjà, avec le début de ces présentations ici, une énorme richesse et un énorme potentiel d'échange. J'aimerais bien que ça continue. J'espère qu'il y a beaucoup d'agriculteurs sur Zoom aussi. Je sais qu'il y a un des nôtres qui est dans son tracteur qui nous regarde sur Zoom. Alors, ce qui nous amène à la constitution de ce GI2E, c'est un constat commun, partagé entre nous, sur les risques auxquels on fait face. La profession d'agriculteur prend les risques systémiques de toute la chaîne agroalimentaire. En majorité, on prend les risques du climat et on voit que ça s'aggrave. Sur les 6 dernières années, on a connu 5 années de grosses sécheresses, à la fois printanières et puis des pluies qui arrivent de plus en plus tard en arrière-saison, qui nous posent un tas de problèmes. On a des problèmes de marché. Hein. L'agriculteur, il prend les prix qu'on lui donne à la fois pour ses intrants et à la fois pour ses récoltes. Hein. Donc on n'a aucune flexibilité là-dessus.
On a les intrants qui ont explosé au niveau des prix et puis le yo-yo complet sur nos productions. C'est une énorme incertitude. On a un risque d'investissement, on a le risque de pénibilité, d'accident, on a le risque d'image qui est de plus en plus prégnant pour la profession d'agriculteur et qui est sur notre dos aussi. Et pour couronner le tout, on est dans un métier subventionné qui nous maintient dans une grande humilité. Alors notre réponse à ça au niveau du GI2E, pour le climat, on est tous d'accord et on est tous motivés, là, les 15, pour diversifier nos cultures, essayer d'introduire l'élevage qui amène une composante de stabilisation des revenus. On a une grande attention à nos sols, couverts permanents, on essaie de réduire le travail du sol. On est hyper motivé sur les infrastructures écologiques. Et tout ça, on est persuadé, va permettre de au moins résister au changement climatique. Sur les marchés, c'est pour les intrants, ceux qui sont en bio ont fortement réduit déjà leur dépendance aux achats. L'autofertilité est très très importante. Et puis pour nos écoulements, les circuits courts. Et vous l'aurez compris, on cherche un maximum d'autonomie, récupérer la clientèle et pouvoir fonctionner là. Pour le reste, je dirais les investissements. Le troisième poste de risque, c'est le partage des outils et la coopération entre nous. Alors, slide précédent. La première priorité du GI2E, c'est la formation. Donc, on souhaitait se former et la première poste d'attention qu'on a choisi, c'est les sols. On a bien compris que tous les risques auxquels on s'affronte, le premier, c'est la destruction de nos sols. Et c'est ça qu'on a voulu étudier d'abord. Donc, on s'est formé. La bonne nouvelle, c'est que j'ai rien appris, moi, de la présentation de M. Solos. Parce qu'on a déjà eu tous ces cours-là, et donc ça fait déjà au moins 15 agriculteurs hyper sensibilisés à tout ça, et on a eu toute cette formation sur la microbiologie des sols. Le deuxième axe qu'on a choisi, c'est en matière de fer. On a commencé à étudier les composts et les apports. Notre but, c'est l'autofertilité. Donc, on a fabriqué des composts. On a regardé la microbiologie de ces composts-là et on a essayé d'avancer. Troisième poste, c'est les thés de compost, les thés oxygénés de compost et les ferments. Donc, on fait des expérimentations là-dessus. On est persuadé que ça va permettre d'introduire beaucoup plus de vie dans nos sols. Et le quatrième grand axe de travail, c'est toutes les infrastructures écologiques, agroforesterie et aménagement écologique. Ce que je voudrais dire, que ça demande un temps incontournable pour cette montée en compétences. On l'a vu avec la présentation de Microbioterre, la complexité de tout ça. Nous, il faut qu'on puisse avoir ces formations et pouvoir les intégrer dans nos contextes pédoclimatiques respectifs, dans nos cultures, dans notre façon de faire l'agriculture respectivement, qui est différente de l'un à l'autre. Il faut pouvoir s'approprier tout ça. Ça peut prendre 10 ans, c'est pas des révolutions qui se conduisent comme ça. Et c'est holistique, comme dit le pape François, tout est lié, et ça on le comprend très bien dans le groupe. C'est pas en touchant à quelque chose, en mettant et là que les problèmes se résolvent. C'est une approche globale. Et donc, il faut qu'on apprenne à gérer une complexité de plus en plus grande. Une fois qu'on s'éloigne de l'agriculture conventionnelle, on entre dans une nouvelle complexité et qui, pour nous, devient difficile à gérer tout seul. Deuxième chose, l'appropriation des acquis et la mise en place des transformations tout en limitant les risques. En matière de limite des risques, un gros saut, par exemple, c'est le passage de l'agriculture de conservation au bio. Il n'y a pas de retour possible. Donc ça aussi, ça peut en faire hésiter beaucoup. Et à l'intérieur du bio, parfois on se dit on aimerait bien un petit coup de glyphosate pour nous aider plutôt que des passages mécaniques énormes. Je reviens là à la fin de la conférence de Marc-André Solos, qui sa vision de l'agriculture était une vision un peu composés et qui permettent plus de souplesse.
En matière d'aménagement agroforestier, on a déjà planté 4000 arbres à l'échelle du groupe. Personnellement, moi, j'avais déjà mis 3,5 km de haies en place. On est sur des bandes enherbées et fleuries, certaines qui sont intraparcellaires, qui font un bien énorme à la biodiversité et à la faune. Alors, les essais réalisés, j'en ai parlé, hein, donc ferment, TCO, etc. Les résultats, on commence à en avoir. C'est très difficile pour nous à gérer d'un point de vue temps. Hein. Donc, passe tout de suite à la suivante. C'est un challenge énorme d'avoir une rigueur scientifique sur les essais. Hein. On le voit, les présentations ici l'ont montré. Nous, on est souvent seuls sur nos fermes. Gérer ça, en plus, c'est une contrainte temps, c'est une contrainte expérience, c'est une contrainte scientifique qui est vraiment complexe à appréhender. De plus, nous sommes déjà tous engagés en bio, nous sommes déjà un peu à la limite de ce qu'on peut faire. Hein. Le bio, c'est entre 20 et 30% de temps en plus à l'hectare, hein, pour faire les choses convenablement. Ça dépend aussi de l'éthique qu'on a. Nous, plutôt des gens avec une grande éthique au niveau des pratiques culturelles. Donc on passe beaucoup de temps. Et donc ajouter tout ça, c'est compliqué. Et donc les besoins financiers, c'est pas tellement des sous pour nous, mais c'est des sous pour pouvoir embaucher des personnes, pour pouvoir nous aider à faire les choses. Hein. Planter une haie, là on s'y met tous. Le 9 février, on va tous se retrouver chez Yves pour planter des arbres, mais bon, ça a une limite. Hein. Et puis, dans le contexte économique et social, c'est une très faible visibilité sur l'avenir. On n'a pas de cap politique très clair sur l'avenir du bio, notamment. On a des confusions de labels, on a un tas de choses qui se passent, on a des normes qui viennent. Là, je discute avec la COP, ils veulent nous mettre 11% de protéines sur le blé. Vous imaginez, quand on est en autonomie de fertilité, on est déjà très content d'avoir 10,5. Passer à 11 en bio, ça ne fait pas de sens. Hein. On sait qu'on peut planifier du triticale, hein. Donc je ne comprends pas trop. Ouais. Côté bonne nouvelle, on a des troupeaux qui viennent. Là, on a eu chez Lucie des berrichonnes de l'Indre qui sont arrivés. Il y en a d'autres qui vont arriver. On continue à planter des arbres. On a mis en route des mesures pH redox. On va un peu regarder ça, ce que ça donne en complément des autres analyses. On est toujours en recherche d'associés, notamment l'idée de berger sans terre qui faciliterait grandement les choses, retrouver cette forme d'itinérance et de pastoralisme, je pense. Le problème, c'est qu'on est éclatés, on est loin les uns des autres, hélas. Et puis, je l'ai déjà fait, en demande d'appui pour la recherche scientifique. Là, vous avez 15 agriculteurs super passionnés, avec des fermes ouvertes. Si vous voulez venir faire des expériences, il n'y a pas de problème, venez chez nous. On vous ouvre les portes, on vous loge, on vous nourrit, et puis on vous montre les parcelles sur lesquelles faire des choses. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Nous avons bien noté l'invitation. Alors, maintenant, nous allons donner la parole à Claire Lequeux-Bossu. Non, restez là, puisqu'après, il y aura les questions. Claire Lequeux-Bossu, qui est de la Chambre régionale d'agriculture de Normandie, et qui va aussi nous parler de capitalisation sur des expériences entre agriculture et R&D en agriculture de conservation. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous parler en fait d'un projet issu d'un réflexe qui s'appelle donc Capisol. Donc le projet Capisol, c'est issu en fait de 4 chambres qui ont été engagées dans le projet. Donc il y a eu la Normandie qui était pilote du projet. Il y a aussi la Bretagne, donc les Pays de la Loire et l'Occitanie. Le projet en fait a été engagé pendant 12 mois et on a demandé en fait un avenant de 6 mois pour fournir en fait des livrables les plus complets possibles et les plus détaillés possibles. Donc le projet était divisé, on va dire, en 4 actions. Je ne vais pas vous les détailler non plus ici, mais on va passer après directement sur des
sur des livrables qui ont été mis en place. En amont en fait de ce projet, avec les partenaires, on s'est dit voilà, il y a une grosse évolution en fait sociétale au niveau donc de l'agriculture aussi, et les agriculteurs en fait sont de plus en plus en posture d'agriculteurs animateurs, mais aussi expérimentateurs. Ils veulent tester en fait de plus en plus par eux-mêmes. Il y a eu aussi, il y a une réflexion sur finalement en fait l'agriculteur et le conseiller, c'est vraiment une complémentarité. C'est l'idée en fait d'avoir une co-conception en fait ensemble pour avancer. Et il y a aussi donc les Pays de la Loire qui avaient répondu à un appel à projet, à un premier appel à projet Réflexe, où ils avaient en fait réalisé une capitalisation d'expérience en fait d'agriculteurs. Et donc l'idée, nous avec ce projet Capisol, c'était en fait de faire une continuité aussi à leur début de capitalisation en fait des expériences, et donc de le développer dans 3 régions supplémentaires. Donc on a fait aussi une petite enquête au niveau des agriculteurs et des conseillers. Ce qu'on a remarqué en fait au niveau des besoins des agriculteurs, c'est vraiment l'importance d'échanger ensemble en intégrant donc des groupes en agriculture de conservation, et également avoir un besoin en fait de documentation et de conseils au niveau de l'individuel. Au niveau des conseillers, on a remarqué en fait le même constat, c'est-à-dire ils ont besoin en fait de références donc en agriculture de conservation, de capitaliser, d'organiser, et en fait tout ça, ça va leur servir pour accompagner leur groupe. Donc dans nos différentes actions en fait au niveau du projet, les 2 premières étaient basées sur la capitalisation justement des expériences et des expérimentations. On a créé en fait 2 bases de données, donc une base de données agriculteurs où on a donc enquêté 174 exploitations au sein de nos 4 régions en fait partenaires du projet. Et donc on a recensé ce qu'on a appelé 474 pratiques en ACS, et donc c'est-à-dire que plusieurs pratiques peuvent être réalisées par le même agriculteur. Et majoritairement, donc c'était des agriculteurs qui étaient en grande culture, polyculture, élevage, principalement conventionnel. La deuxième action, donc c'était une base de données expérimentation R&D dans lequel en fait on s'est basé un petit peu sur, pour ceux qui connaissent dans le réseau des chambres d'agriculture, mais la base de données Nos Expé, où là en fait on a recensé 393 résultats entre guillemets, et en fait dans ces 393 résultats on a recensé 90% en fait après 2010. Voilà, et en fait, donc suite à ces 2 bases de données, on a essayé en fait de les classer et de les regrouper en fait sous différentes catégories, et qui se retrouvaient en fait sur les 3 piliers de l'ACS, donc le travail minimal du sol, la couverture du sol et la diversification de la rotation. Donc ici en fait, vous remarquez donc les 11 thématiques qui sont ressorties, avec en plus en fait on a appelé ça une thématique agriculture de conservation de façon générale. Vous verrez par la suite pourquoi. Et donc dedans en fait on retrouve aussi bien du strip-till, du semi-direct, le désherbage en ACS, les colzas associés, les couverts végétaux, etc. Et en fait sur notre réflexion après, c'était maintenant on a récupéré des données, on a capitalisé des données, comment on les valorise et comment en fait on les met accessibles aussi, et sous quelle forme en fait on crée nos livrables. Donc on a vraiment eu 2 cibles principales, c'est tout ce qui était, on a appelé ça agriculteur grand public, que ce soit accessible en fait de façon simple par tous, et aussi la deuxième cible, donc c'est réservé au niveau de nos conseillers, notamment du réseau des chambres d'agriculture. Donc une des premières valorisations et créations en fait de livrables, ça a été aussi de se dire on a besoin en fait de caractériser les étapes de la transition en ACS. Donc pour ça en fait on a réalisé des enquêtes trajectoires. On en a réalisé 21 auprès donc ce qu'on a qualifié d'agriculteurs experts en agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire qui touchent au moins de façon assez poussée sur un des 3 piliers en fait au niveau de l'agriculture de conservation. Donc là vous voyez, je vous ai mis un petit peu un exemple de fiche trajectoire qu'on a créé. Donc dedans en fait c'est vraiment expliquer en fait l'agriculteur pourquoi il est parti en agriculture de conservation, le petit déclic en fait qu'il a eu, des conseils aussi en fait qu'il pourrait donner de façon globale à un autre agriculteur qui voudrait se lancer dans la technique que lui il utilise, et puis un détail en fait de son système actuel. Voilà, et donc en fait avec tout ça, on a réalisé donc une synthèse de toutes ces fiches trajectoires et des étapes de la transition vers l'ACS, où en fait on a remarqué que finalement il y en a beaucoup en fait en agriculture de conservation qui débutent tout simplement avec l'arrêt du labour.
Après, ils développent en fait l'intérêt sur les couverts. Et après, donc, ils passent sur tout ce qui est diversification, allongement de la rotation. Et seulement après, ils commencent à s'intéresser de plus en plus vis-à-vis de l'aspect travail du sol. Et en fait, le petit déclic qui leur fait vraiment avancer et faire cette transition en fait vers l'ACS. Et donc la deuxième partie, donc je vous disais, dans nos 11 thématiques qui sont ressorties, on a une thématique qu'on a appelée agriculture de conservation de façon générale. Et au niveau de nos livrables, on a créé en fait des panneaux. Donc vous avez deux exemples de panneaux qui ont été notamment mis en place en fait par les chambres de Pays de la Loire. C'est des panneaux en fait de communication de façon simple à destination du grand public qui sont possibles en fait d'afficher au niveau des parcelles pour montrer un peu voilà, ici mes vers de terre travaillent. Donc il y a aussi une réflexion pour montrer au niveau des riverains par exemple aussi qui se baladent, qu'il y a une réflexion en fait sur tout ça. Une deuxième partie en fait dans Capisol, c'était une réflexion en fait sur un parcours de formation en 3 niveaux. Il y a déjà donc le parcours en fait de formation perfectionnement technique avec en format en présentiel qui existe déjà en fait à destination des conseillers. Mais on s'est dit que finalement, c'est vrai qu'à chaque fois, quand certains conseillers nous avaient retourné, voilà, j'ai fait cette formation-là, mais finalement, on a plein de niveaux différents, donc moi, j'étais peut-être un peu perdu, ou inversement, certains conseillers disaient, il y en a qui posaient des questions, mais moi, j'étais plus avancé que lui. Donc on s'est dit, il faut en fait une formation d'initiation à l'agriculture de conservation, et on s'est dit, pourquoi pas un format en distanciel, en fait, de 7 heures. Alors, dans le cadre du projet, on n'a pas eu le temps, en fait, de créer cette formation, entre guillemets, et de rentrer dans le sujet, mais bon, voilà, là, je vous ai mis juste la trame en fait qu'on a réussi à établir. On a travaillé donc avec Résolia là-dessus. C'est juste la trame en fait qu'on pourrait proposer en formation première formation entre guillemets pour les conseillers. Donc cette formation, elle est encore à créer et à rentrer dedans au niveau des présentations et autres. Et puis donc le troisième niveau en fait sur ce parcours de formation, on a réfléchi en se disant voilà, on aurait une formation d'initiation, on aurait ensuite la formation un peu de développement au niveau de l'agriculture de conservation pour nos conseillers, mais finalement en fait ce qui nous en montait aussi c'était vraiment le terme d'échange entre conseillers. Donc on s'est dit qu'il faudrait vraiment faire une mise en réseau en fait des conseillers pour favoriser le partage d'expérience. Donc voilà, c'était des perspectives en se disant voilà, les conseillers en ACS peuvent échanger avec un animateur régional et puis pourquoi pas avoir un relais national en fait qui pilote tout ça, quoi. Une autre valorisation, donc on a créé une boîte à outils sous ce qu'on utilise aussi au niveau des chambres d'agriculture, c'est donc l'opéra collaboratif. Donc c'est l'objectif en fait de créer cette boîte à outils là, c'est d'avoir un espace privé aussi pour le réseau des conseillers en agriculture de conservation et aussi en fait un espace brut d'information. Je vous présenterai après notre dernier livrable, mais voilà, il y a des choses qui peuvent être accessibles au niveau agriculteur et grand public. Il y a des choses en fait aussi qui sont peut-être un peu plus poussées ou que les conseillers en fait ont besoin d'avoir des données un peu directes ou brutes. Donc on s'est dit il faut qu'ils les aient aussi en accès et on peut pas les donner en fait de façon libre d'accès. Donc c'est pour ça qu'en fait on a voulu créer une boîte à outils. Quand j'appelle espace brut d'information, c'est tout simplement, par exemple, avoir des essais en fait avec des données vraiment brutes en tant que telles, et que selon certaines chambres, par exemple, on est régi, on peut pas les diffuser en fait de façon large. C'est aussi de pouvoir l'utiliser au niveau interne et de s'en servir en fait pour accompagner nos groupes. Voilà, donc c'est aussi un espace de stockage en fait des différents livrables et c'est un espace dynamique en fait et à continuer d'alimenter dans le futur. La dernière valorisation et diffusion en fait qu'on a réalisée, donc sur nos 11 thématiques, on s'est rendu compte que finalement la majorité des thématiques devaient avoir une diffusion vraiment très large et accessible en fait à tout niveau, que ce soit conseiller, que ce soit agriculteur et que ce soit grand public. Donc on a décidé en fait de créer des pages web donc qui sont accessibles directement sur le site internet des chambres d'agriculture de Normandie. C'est en cours, mais on va faire des relais aussi qui renvoient en fait sur ces pages web là au niveau des chambres de Bretagne, donc Pays de la Loire et Occitanie qui ont participé aussi au projet. Et donc, c'est un exemple un peu des pages que vous pouvez trouver. Donc, sur ces pages web, en fait, c'est vraiment des informations sur la technique en elle-même, donc comme du SMI direct, voilà, des couverts permanents. Vous avez aussi dessus, en fait, des résultats issus donc de notre projet Capisol, donc notamment avec les expériences et les travaux donc de R&D qui ont été recensés.
Vous trouvez aussi des informations techniques qui renvoient soit vers des documents, soit vers des vidéos, soit vers des expérimentations, voilà, des travaux de R&D. Enfin voilà, c'est assez varié en fait, mais on a essayé de capitaliser un maximum de documents, de vidéos, d'expérimentation en fait pour avoir quelque chose de simple. Et puis quand on recherche en fait une thématique en fait sur l'agriculture de conservation, qu'on ait aussi un maximum d'informations, que ce soit pour les agriculteurs pour pouvoir se lancer, pourquoi pas, dans cette technique-là, mais aussi pour les conseillers, quand ils ont une question, enfin un conseiller, je veux dire, qui est plus ou moins poussé à travailler en agriculture de conservation, qu'il ait une question en fait, par exemple, par son agriculteur, qui puisse pouvoir l'accompagner et au moins le renvoyer vers des livrables accessibles, quoi. Voilà, donc en conclusion, c'est vraiment un travail collectif avec une grosse consistance de livrables. Donc là, cette partie-là, au niveau des pages web, c'était un travail assez impressionnant, entre guillemets, à réaliser. Je pense que voilà, il n'est pas pour moi à s'arrêter en fait en tant que tel, parce que voilà, ça va toujours continuer d'évoluer. Mais voilà, c'est très intéressant. Et donc on a fait une première valorisation alors interne au niveau on a invité en fait tous les conseillers qui travaillent de près ou de loin sur l'agriculture de conservation. Et donc, on a réalisé 2 webinaires fin novembre. On a eu à peu près 80 participants, dont certains aussi nous ont demandé des liens. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller consulter ces livrables-là. Ils sont déjà accessibles. Je remercie déjà l'invitation. Voilà, je remercie beaucoup qu'on m'ait convié en fait pour valoriser justement le projet Capisol. Et je remercie aussi en fait tous les partenaires qui ont participé à ce projet. Voilà, on était relativement très complémentaires. Je remercie aussi donc tous mes collègues automatiquement de la Normandie qui m'ont aidé, qui m'ont complété sur le projet, qui ont aussi participé aux enquêtes en fait au niveau des agriculteurs. Et puis bien évidemment, on le remercie jamais assez, mais je remercierai aussi le service communication qui, sans ce service-là, entre guillemets, on n'aurait pas pu réaliser nos livrables. Voilà. Merci. Merci beaucoup. La parole est à la salle. Là-bas. Pierre Benoît. Oui, merci pour les 2 exposés, super intéressants. Je voulais vous demander, sur la dernière intervention, sur les formations que vous faites auprès des agriculteurs, sur l'ACS en général et ses conséquences sur les sols. Est-ce que vous abordez la question des phytosanitaires, à la fois sur les problèmes parfois d'impasse, qu'on ne peut pas se priver d'un traitement si on ne fait plus de travail du sol, ou bien surtout sur les risques de transfert vers les hydrosystèmes. Quand on est en agriculture-conservation, si on continue à mettre des pesticides, on a beaucoup de données qui montrent qu'on accroît les risques de transfert. Est-ce que vous avez formé les agriculteurs là-dessus? Est-ce que les leviers de diversification, allongement de la rotation, qui sont sans doute un moyen de réduire les usages, voilà, comment vous faites par rapport à cette question des phytos et de l'agriculture de conservation? Alors, la formation, c'est pas à destination des agriculteurs, c'est à destination des conseillers, voilà, notamment du réseau des chambres d'agriculture. Et après, donc cette formation, en fait, elle est notamment délivrée par les chambres d'agriculture de Bretagne. Elle a été reprise aussi par les chambres d'agriculture d'Occitanie. Il y a une partie, oui, où ils abordent vraiment. En fait, disons qu'ils abordent un petit peu, on va dire, la partie des phytos, parce que c'est obligatoire de toute façon, je dirais, dans une formation comme ça. Après, alors, comme je dis, je la maîtrise pas à 100%, parce que c'est pas moi qui l'ai créée, quoi. Clairement, la formation, elle existe déjà depuis un certain nombre d'années. Je pense pas qu'ils rentrent vraiment dans le détail à ce point-là, en fait, du transfert des phytos au niveau des eaux. Mais en tout cas, oui, ils en parlent. Oui. Merci. Benoît Bonnefoy, Conseil général Agriculture, Alimentation, Espace Rural au ministère de l'Agriculture. Et ça m'est arrivé de réaliser des audits CASDAR. Donc ma question s'adresse spécifiquement à Claire Lequeux-Bossu, sans exclure des réponses complémentaires. En quoi les crédits du CASDAR dont vous avez bénéficié sont-ils déterminants pour faire ce que vous nous avez présenté? Et quels sont les éléments bloquants qui, sans le CASDAR, ne vous auraient pas permis
de réaliser ce que vous nous avez présenté? Déjà, moi, ce que je pourrais dire, c'est la mise en réseau, entre guillemets, entre plusieurs chambres d'agriculture. Je trouve qu'en fait, on le fait pas assez. Et clairement, en fait, ça a été aussi le déclenchement un petit peu de se dire, OK, en fait, finalement, on est plusieurs chambres à vouloir travailler sur exactement le même objectif, le même sujet. Donc, j'irais, pour moi, c'est vraiment ça. Et puis, capitaliser, en fait, tout ce qui est expérience, tout ce qui est R&D, c'est vraiment ça qui nous a été utile, quoi. Je ne sais pas si je réponds 100%. Vous ne l'auriez pas fait sans le CASDAR? C'est ça la question. Honnêtement, non. Non, clairement non, parce que ça fait, alors, au niveau de la Chambre de Normandie que je représente, ça fait énormément d'années, clairement, qu'on se pose la question, qu'on essaye de le faire un petit peu en régional, mais on prend pas le temps non plus, en fait, de vraiment se poser. Et puis après, l'idée, c'était de se dire aussi, finalement, au lieu, entre guillemets, je vais parler comme ça, mais de penser un peu qu'à son nombril, finalement, en fait, de s'ouvrir au niveau différentes chambres et au niveau régional, c'est ça, en fait, qui est le plus intéressant, quoi. Oui, donc merci de votre réponse, mais clairement, ce que vous avez fait partie des missions des chambres d'agriculture. Et la mise en réseau entre chambres régionales, elle fait partie de l'animation de ce qui s'appelait la PCA et qui s'appelle maintenant Chambre d'agriculture de France. Et donc, voilà, je trouve que c'est quand même intéressant de constater que le quotidien, les missions de base ne permettent pas de faire émerger ce genre de résultats. Et alors, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais en tout cas, c'est à mettre au crédit du système CASDAR, auquel j'attribue un certain nombre de qualités. Voilà. Sachant qu'en fait, juste pour rebondir là-dessus, je vois qu'il y a des personnes des chambres d'agriculture de France devant moi, mais juste pour rebondir là-dessus, c'est qu'aussi sur le sujet vraiment de l'agriculture de conservation, c'est pas encore très très poussé en fait, à ma connaissance au niveau des chambres d'agriculture de France. Donc voilà, c'est vrai qu'après quand on est plusieurs chambres à vouloir avancer dessus, ça permet en fait justement de pouvoir avancer par un autre biais. Merci Claire. Alors on va donner la parole à nos modérateurs pour une question ou deux du chat. Là, il faudrait leur donner un micro. Merci Véronique. Oui, alors au niveau, c'est une question plutôt également pour Claire, qui est posée de savoir si dans votre travail ont été pris en compte les caractéristiques et les propriétés des sols dans votre projet. Oui, plus les types de sols. Alors pas vraiment. Parce que c'est vrai que ça nous... disons qu'en fait, sinon, on se serait encore restreint en termes de nombre d'expériences, où on aurait dû encore rajouter une nouvelle catégorie, une nouvelle caractéristique en fait dessus. Donc oui, ça a été recensé, mais on n'a pas reséparé si c'est des sols caillouteux ou des sols limoneux, etc., quoi. Voilà. Une question... Pour les deux dernières présentations, qui étaient très intéressantes, est-ce que vous connaissez le réseau Base qui fait la promotion de l'agriculture et de la conservation depuis un peu plus de 20 ans maintenant, qui regroupe des gens qui sont... Tout est autorisé sauf la charrue. On va donner la parole à Philippe. Oui, on connaît ce réseau. La plupart quelques-uns des agriculteurs du groupe participent à des réunions du réseau. Oui, on connaît le réseau. Oui. À titre personnel, je connais aussi bien le réseau. J'étais chercheuse indépendante avant de travailler pour l'ADR et de coordonner ce GI2E. J'ai fait un travail de recherche sur le malaise agricole et les politiques territoriales et j'ai fait de l'enquête sur Agricool, le forum du réseau Base, et je connais pas mal de membres du réseau. Et voilà. Et parce que la question derrière, c'était quoi? Une fois qu'on connaît le réseau, c'était travailler avec? Oui, je connais les réseaux aussi. Après, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion... Oui, je connais le réseau. Après, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de se rapprocher en fait de vous et de travailler ensemble. Ouais. Et puis c'est vrai que c'était les services agricoles de conservation. Je prends mon cas en Grand Est, Lorraine. On n'avait qu'un seul conseiller. Il est parti chez Vivessia, dans une COP. Mais il y en a très peu dans toute la France. C'est vrai que
c'était pas très appuyé, dirons-nous. Ça commence seulement un peu à se diffuser dans différentes chambres. Marion ? Oui, merci. Merci beaucoup pour ces présentations qui sont très inspirantes. Moi, j'ai une question qui concerne les trois, finalement, qui est la question des données. En fait, Joël Sauter nous a vraiment illustré l'intérêt, avec cet exemple des données sol, d'avoir une structuration nationale de données selon un même schéma de données et un réseau comme le réseau mixte technologique qui va être là pour la rendre accessible aux utilisateurs. Et comme, en fait, on a le même modèle de données pour toute la France, un développement qui est fait par un des membres du réseau mixte technologique peut bénéficier à tous les autres pour rendre plus accessible cette connaissance et l'utilisation des données. Et en fait, dans les projets que vous avez présentés, finalement, vous générez des données, que ce soit les expérimentations chez les agriculteurs, que ce soit les données aussi issues de l'enquête trajectoire. Je pense que c'est un type de données très intéressant, en fait, et qui pourrait bénéficier à d'autres. Alors, sur l'exemple du projet de la Chambre d'agriculture Normandie, j'ai compris que en interne, vous aviez partagé un certain nombre de jeux de données, mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à aller un cran plus loin en capitalisant, en structurant ces données, en les partageant? Donc, en fait, c'est à la fois comment vous voyez ça, et est-ce que vous auriez des recommandations à faire? Enfin, est-ce que vous verriez un intérêt à ça? Est-ce que vous auriez des recommandations pour le mettre en œuvre? Claire, et puis ensuite on donne la parole à ou Alexandra ou Philippe, comme vous le souhaitez. Alors oui, clairement, je trouve ça très intéressant, hein. Après, oui, quand je disais, c'est accessible au niveau interne. Bon, déjà, il y a une anonymisation parce que automatiquement, on a enquêté les agriculteurs, on peut pas le diffuser aussi comme ça. Ou pareil, au niveau des travaux de R&D, quand ça a été aussi fait chez des agriculteurs et autres. Mais clairement, je vois pas l'inconvénient après de capitaliser ça en fait et de diffuser plus largement. Parce que c'est des données qui peuvent automatiquement servir à tous. Et puis sur d'autres projets, sur d'autres choses. Après, voilà, nous, c'est en plus de ça, dans le projet, on a analysé qu'une partie, entre guillemets, de la donnée et du retour aussi, si je me base sur la base de données agriculteurs, mais des expériences en fait des agriculteurs. Il y a encore beaucoup de choses, je pense, qu'on pourrait faire dessus, quoi. Donc après, alors comment je le vois, alors ça, clairement, c'est toute la question, hein, je pense, parce que déjà dans le projet Capisol, on s'était beaucoup posé la question de comment valoriser en fait tout ça. Je pense qu'après, voilà, si on est plusieurs partenaires, c'est sûr qu'il faudra y réfléchir aussi en commun, quoi. On a tous des avantages et des inconvénients entre guillemets là-dessus, quoi. Alexandra ou Philippe. Oui, nous, on se partage nos données entre nous au niveau du GIS sur Landfiles, ce qui permet aussi un partage entre d'autres GI2E. Le problème, c'est le formatage. Et il faudrait s'accorder sur un formatage commun des données. Ça, c'est vraiment essentiel pour que ça puisse être interprété de la même façon par les uns et les autres. Et là, il y a un vrai boulot à faire. On a vu la complexité de ce que ça représente. Et ça, c'est pas nous, agriculteurs, qui allons faire ça, mais... L'interopérabilité des bases de données, c'est l'alpha et l'oméga de la mise à disposition des informations. Je voulais compléter. Juste rebondir. Alors nous, en effet, on travaille avec Landfiles, on tente de s'approprier un outil de capitalisation des données, mais de manière générale, je trouve que c'est un frein assez important dans l'évolution des pratiques agricoles et dans les groupes où on sait qu'il y a un ensemble de travaux qui sont faits, mais plutôt que chacun essaye dans son coin et tente des choses qui potentiellement ont été essayées ailleurs, etc., il y a une perte de temps et d'énergie énorme qui est faite là. Et c'est là où une des revendications du groupe, qui est quand même très forte, c'est de se faire accompagner par la recherche et que la recherche capitalise tout ça pour permettre d'accélérer un petit peu le mouvement et d'arrêter de tâtonner alors qu'on a énormément de données potentielles, en fait. Nous avons bien entendu. Nous avons bien entendu. La parole. Moi, une dernière question. Ombline, je suis apprentie à l'ADR 28. Par ailleurs, je suis étudiante en école d'ingénieur. J'ai une question pour vous, Claire. Concernant la vulgarisation et le partage de retours d'expérience d'agriculteurs, je ne sais pas si vous connaissez une plateforme qui s'appelle Osae ou Oser l'agroécologie. Qui tend... Ça dit quelque chose, oui. Ouais, et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les agriculteurs disent d'où ils sont partis, où ils en sont arrivés niveau pratique, toute l'évolution de leur pratique, en fonction de s'ils sont en élevage, polyculture, etc. Et on a accès en bas de cette page à plein de fiches techniques mises à disposition par le site
d'Oser l'agroécologie et qui sont disponibles. Donc c'est échelle nationale et c'est disponible à tout public. Et alors moi je sais pas comment ils rentrent les informations et qui s'en occupent. Mais en tout cas je trouve ça très intéressant et j'ai l'impression que c'est un peu le même modèle, sauf que vous, il faut aller sur le site Normandie pour savoir qu'il y a des fiches mises à disposition. Oui, voilà. Et puis après, bon, alors peut-être la petite différence, c'est que on a synthétisé en fait aussi ce qu'on a récupéré, quoi, entre guillemets, en termes d'information, quoi. C'est pas tel agriculteur dit ça ou voilà. Dessus, on a aussi des témoignages d'agriculteurs, donc en direct, mais on a quand même synthétisé, enfin capitalisé en fait le tout, quoi. Ok, voilà, je voulais cerner la différence. Donc, une dernière question sur le chat. Oui. Alors, elle s'adressait à Monsieur Sellos, mais je pense que ça concernait les biostimulants. Donc, peut-être que Alexandra et Joël pourront en parler. Donc, en fait, effectivement, ils voulaient savoir l'état de la recherche en France sur les solutions artisanales de biostimulants. Est-ce que dans votre projet, vous avez traité cette partie ? Au niveau des biostimulants, notre groupe est convaincu que ça doit être de la fabrication dans les fermes. Acheter des bactéries qui viennent d'ailleurs, c'est pas une solution pour nous. Donc c'est de la fabrication artisanale. Donc on en est là. On n'a pas de programme de recherche là-dessus. On n'a pas les moyens de ça. Mais on a juste un programme d'expérimentation, de fabrication de thé de compost oxygéné et de ferments. Mais bon, l'idée, c'est d'utiliser nos bactéries dans nos sols. C'est ça l'idée, nous, qu'on part de là. Juste pour préciser, le groupe, nous, est accompagné par Jérémy Rizou, qui est lui-même un élève de... Alors, j'ai oublié son prénom, Ingam. Hélène, voilà. Ingam, donc c'est essentiellement de la connaissance qui nous vient d'ailleurs, qui est assez peu présente en France. Et toutes ces productions de biostimulants, etc., sont passées au crible du microscope pour vérifier à chaque fois qu'elles sont adaptées aux applications qu'ils veulent faire.